Bienvenue. Direction la Nouvelle-Orléans aujourd'hui. Une ville avec une réputation, disons, chargée. On va parler d'une de ses légendes les plus sombres, celle de Madame Delphine Lalaurie et de sa maison sur Royal Street. Oui, une figure vraiment tristement célèbre de la haute société créole du 19e siècle. Son nom est devenu synonyme d'horreur, en fait. Absolument. Et pour creuser cette histoire, on s'appuie principalement sur un livre, Madame Lalaurie, écrit par Victoria Costner Love et Lorelai Shannon. C'est ça. Leur démarche est intéressante parce qu'elles essayent vraiment de démêler le vrai du faux, la légende, des faits historiques documentés. Notre objectif, donc, essayer de comprendre un peu mieux qui était cette femme et ce qui s'est réellement passé, notamment autour des événements de 1834. Alors, Delphine Lalaurie, ou plutôt Marie-Delphine McCarthy de son nom de jeune fille, née vers 1775 dans une famille créole très en vue, très riche. Les McCarthy, un grand nom à l'époque en Louisiane. Et Delphine, dès son jeune âge, réputée pour sa beauté, son esprit. Oui, tout à fait. Et elle a eu une vie assez mouvementée avant même le docteur Lalaurie. 3 mariages en tout, Le premier avec un officier espagnol, Dandramón López. qui meurent assez vite. Puis Jean Blanc, un homme d'affaires, banquier, impliqué dans la politique locale, peut-être même lié à des personnages comme Jean Lafitte, le pirate. Ça montre déjà qu'elle évoluait dans des cercles influents. Et enfin, son troisième mari, le docteur Louis Lalaurie, un médecin arrivé de France. Voilà. Et c'est avec lui qu'elle achète cette fameuse demeure au 1140 rue Royale en 1832. C'est là qu'elle devient une sorte de reine de la société locale, organisant des réceptions grandioses. Une façade brillante. Mais derrière, les choses sont moins reluisantes apparemment. Bah oui, parce que c'est à partir de ce moment-là, dès 1832, que les premières rumeurs commencent à circuler. Des rumeurs de mauvais traitements envers ses esclaves. C'est là qu'intervient ce fameux code noir. Il était toujours en vigueur en Louisiane, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et ce code, il encadrait l'esclavage de manière très stricte, mais il interdisait théoriquement la torture, les mutilations graves. Il autorisait les châtiments, bien sûr, mais il y avait des limites théoriques. Donc, les rumeurs suggéraient déjà quelque chose qui dépassait même les normes déjà brutales de l'époque. Exactement, c'est ça le point clé. Et il y a cet incident qui est devenu emblématique dans la légende, mais attention, L'histoire de la jeune esclave, Lia, ou Nina, selon les versions, voilà. qui serait tombée du toit en essayant d'échapper à Madame Lalaurie, furieuse après elle pour une histoire de coiffure ratée ou quelque chose comme ça. C'est une image très forte, mais les autrices du livre sont claires. Pas de preuves. Aucune trace dans les archives judiciaires, aucun document officiel de l'époque pour confirmer cet événement précis. Ça semble vraiment appartenir à la construction de la légende. D'accord, mais alors arrive le 10 avril 1834. L'incendie. Oui, le tournant majeur. Le feu prend dans la cuisine. La légende, encore elle, dit qu'il a été allumé volontairement par une esclave âgée, enchaînée au fourneau, pour attirer l'attention. Et quand les voisins, les pompiers arrivent sur place pour aider. Il force les portes des dépendances ou du grenier, malgré l'opposition des Lalaurie. Et là, c'est l'horreur. Qu'est-ce qu'ils découvrent exactement? Parce que les récits varient beaucoup. Alors, on a un témoignage clé, celui du juge Jean-François Caneuge, qui était là. Son récit a été publié très vite dans un journal local, le New Orleans Bee. Et que dit-il? Il décrit avoir trouvé plusieurs esclaves, hommes et femmes, dans un état lamentable, enchaînés, certains avec des colliers de fer à pointe. Il mentionne spécifiquement 2 femmes noires enchaînées et une vieille femme noire avec une blessure grave à la tête, trop faible pour marcher. C'est déjà absolument terrible. Mais Mais, et c'est crucial, le témoignage de Canonge, qui est direct et contemporain des faits, ne parle pas des mutilations extrêmes qu'on trouve dans la légende populaire. pas de changement de sexe forcé, pas de peau écorchée, pas d'expérience médicale bizarre. Non, rien de tout ça dans ce compte-rendu initial de 1834. Ces détails semblent vraiment postérieurs. On y reviendra. Et l'attitude des Lalaurie pendant l'incendie. Surtout préoccupés par sauver leurs meubles, leurs biens de valeur. Le docteur Lalaurie aurait même été insultant envers le juge Canonge quand celui-ci a insisté pour qu'on aide les esclaves. Ça a dû provoquer une réaction immédiate. Oh que oui. Quand la nouvelle de la découverte se répand, une foule immense et furieuse se forme. Ils envahissent la maison et la saccagent complètement. Et les Lalaurie? Madame Lalaurie réussit à s'enfuir. En calèche, direction le bayou Saint-Jean, puis elle traverse le lac Pontchartrain. Elle s'échappe de justesse. Son cocher, Bastien, lui, aurait été attrapé et peut-être tué par la foule. Elle rejoint son mari et ils partent pour la France.
Exil. C'est ça. Ils se réfugient d'abord chez les proches, puis prennent le large. Mais le couple ne reste pas uni longtemps en France. On sait que Louis, le mari, écrit depuis Cuba en 1842. Et Delphine Lalaurie, la légende dit qu'elle est morte en France, hein? Parfois de façon assez pittoresque, genre attaquée par un sanglier. Exactement. C'est une des versions populaires. Mais c'est là que le livre Madame Lalaurie apporte des éléments assez détonnants. Ah oui! C'est-à-dire, Selon les recherches des autrices, basées sur des documents qu'elles ont retrouvés, Delphine Lalaurie ne serait pas morte en France en 1842 ou 49. non, Non. Elle serait revenue à la Nouvelle-Orléans, devenue, après tout ça, en secret, apparemment oui. vers 1842, et elle y aurait vécu, assez discrètement, gérant ses affaires, jusqu'à sa mort bien plus tard, située par les autrices entre 1855 et 1858. C'est incroyable. Ça change complètement la fin de l'histoire. Et la fameuse plaque funéraire au cimetière Saint-Louis numéro 1, Probablement un faux, selon elle, peut-être installé plus tard pour brouiller les pistes ou alimenter le mythe. fascinant. Et quid des tortures médicales, des expériences atroces, si elles ne sont pas dans les témoignages de 1834? Les autrices suggèrent fortement que ce sont des embellissements, des ajouts beaucoup plus tardifs, peut-être influencés par le journalisme à sensation, puis repris et amplifiés au fil du temps, notamment par des auteurs au XXe siècle comme Jeanne de La Vigne dans les années 1940. La réalité des sévices décrits par Canonge était déjà horrible, mais ces détails gore semblent relever du folklore. Mais alors, la cruauté bien réelle, celle des chaînes, des blessures constatées, qui en était responsable? Le livre se penche aussi sur le rôle du mari, le docteur Lalaurie. Oui, et c'est une piste très intéressante. On sait que le docteur Lalaurie avait un intérêt médical documenté pour l'étude des difformités humaines. Et il y avait eu des accusations de violence conjugale de la part de Delphine contre lui avant même l'affaire. Donc il n'était peut-être pas juste un témoin passif. Les autrices avancent l'hypothèse qu'il pourrait avoir été l'acteur principal des sévices physiques les plus graves. Peut-être pas des expériences chirurgicales folles de la légende, mais des violences et des contentions extrêmes. Et Delphine dans tout ça? Complice? Instigatrice? Difficile à dire avec certitude. Les autrices évoquent plusieurs possibilités. Peut-être une sorte de folie à deux, où la cruauté de l'un nourrissait celle de l'autre. Ou alors, Delphine, femme colérique, habituée à l'impunité de sa classe sociale, couvrait, voire encourageait les actes sadiques de son mari. Elle n'était sans doute pas l'unique monstre de l'histoire. Ce qui rend le tableau encore plus complexe finalement. Tout à fait. Donc, pour résumer ce que le livre suggère, oui, il y a eu des abus horribles, une cruauté certaine, confirmée par des témoignages de l'époque. Il y a eu une fuite après la découverte de ces horreurs. Ça, ce sont les faits. Mais l'image de Madame Lalaurie, en tueuse en série quasi démoniaque, pratiquant des tortures dignes d'un film d'horreur, ça relèverait plus de la construction d'une légende noire, qui a grossi avec le temps. Exactement. Une légende alimentée par le journalisme, le folklore, peut-être même par une certaine fascination morbide. La réalité, bien que terrible, était sans doute différente des récits les plus extrêmes, et peut-être plus partagée entre elle et son mari. Ce qui nous laisse avec une dernière question, peut-être la plus troublante. Pourquoi cette histoire-là, spécifiquement? L'esclavage était rempli d'horreurs et de brutalités innombrables. Pourquoi Delphine Lalaurie est-elle devenue cette incarnation si puissante du mal? C'est une excellente question. Pourquoi cette figure continue-t-elle de nous fasciner, de nous horrifier, presque 2 siècles plus tard? Qu'est-ce que la persistance et l'amplification de cette légende nous disent sur notre propre rapport à l'histoire, à la violence et à la façon dont on construit nos monstres? Une réflexion à méditer. Merci pour cet éclairage sur cette histoire complexe et glaçante. Merci à vous.